venez de dire. Donc, Sophie Barthaud, je suis responsable de projet en analyse de cycle de vie au Emprunto dans le cabinet de conseil EcoAct. Donc, le cœur de métier d'EcoAct, à l'origine, c'est le carbone. Et très vite, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'indicateur carbone et l'indicateur eau étaient extrêmement liés, qu'il était difficile d'évaluer un indicateur sans regarder les autres impacts qui sont complémentaires au carbone. Donc, je vais commencer la présentation, donc, surtout pour vous présenter le concept d'Emprunto, ainsi que les différents éléments de mesure. Donc, autant que possible agrémentés d'exemples, donc d'exemples notamment de la littérature par confidentialité des projets qu'on a pu effectuer avec nos clients. Et puis, je laisserai la main pour que mon collègue vous présente un cas concret qui est directement issu justement de ce concept et ces éléments de mesure. Alors tout d'abord, donc l'emprunto, qu'est-ce que c'est? Alors toute entreprise a une emprunto. Donc une entreprise, si je prends par exemple une usine qui fabrique tel ou tel produit, des produits de grande consommation par exemple, cette usine va être amenée à prélever de l'eau en rivière par exemple ou du réseau municipal et va être amenée à rejeter cette eau aussi en aval. Donc cette eau, lorsqu'elle va être rejetée, va être modifiée, puisqu'évidemment, en termes de concentration et de pollution, on ne va pas retrouver les mêmes concentrations de polluants en aval qu'en amont. Cette eau donc, va être rejetée, mais il y a aussi une partie d'eau qui va être consommée, qui va se retrouver soit dans le produit, par exemple, ou qui va être évaporée, ou même rejetée dans une autre rivière. Donc ça, c'est un premier point. Donc toute usine, par exemple, toute entreprise, donc toute activité, pour être un peu plus large, a une emprunto, donc du fait de ces prélèvements et de ces rejets, mais aussi du fait de tous les produits un petit peu qui permettent à l'activité de fonctionner. Donc par exemple, une entreprise qui va fournir un produit de grande consommation va avoir besoin d'électricité, va avoir besoin de produits chimiques pour alimenter son usine, à savoir que pour produire ce produit chimique en amont, il a fallu aussi de l'eau, donc de l'eau a été utilisée. Et puis, lors de la fabrication du produit, tout au long de la chaîne en fait, d'approvisionnement du produit, il a fallu de l'eau. Donc de l'eau pour extraire les matières premières, de l'eau pour le transport, pour la consommation, enfin pour la fabrication, pardon, et après il y aura aussi de l'eau en aval pour tout ce qui est consommation et puis fin de vie du produit. Un petit graphique à titre d'exemple, donc c'est la répartition française donc, de l'origine des rejets. Donc une grande partie est due au secteur agricole. En deuxième vient l'industrie, le secteur industriel, et enfin tous les usages domestiques. Si on regardait un petit peu le schéma, donc là c'est pour les rejets, des consommations d'eau, donc qui n'est pas présenté ici, on va retrouver la même schéma. Donc 70% de l'eau qui est consommée est faite dans la partie agriculture, 20% pour la production industrielle et puis le reste pour tous les usages domestiques. Alors, quelques exemples qui permettent un petit peu de montrer pourquoi il est important aujourd'hui pour une entreprise de s'intéresser à l'eau pour pallier différents risques. Donc, deux exemples assez connus dans le domaine, en tout cas, de l'emprunto. Donc, un premier exemple, c'était une usine, donc une industrie énergétique au Brésil, qui a connu en 2011 une grosse période de sécheresse, qui a causé des ruptures justement dans ses opérations. Donc des réductions de capacité opérationnelle, mais aussi des retards de production. Donc ça, c'est directement un risque physique et opérationnel. Donc par exemple, la pénurie d'eau, pour les entreprises ou les industries qui utilisent énormément d'eau, c'est une caractéristique à prendre en compte si effectivement on est dans une zone, par exemple, de sécheresse, où ça arrive souvent maintenant en France l'été, où on est en restriction d'eau. On est obligé d'arrêter ou diminuer du moins son activité. Donc on a une certaine dépendance à l'eau. Donc ça, c'est un premier point. Dans un deuxième exemple, donc un exemple très très connu aussi, donc l'usine de Coca-Cola en Inde, qui a pompé, parce qu'actuellement cette usine est fermée, qui a pompé des milliards de litres d'eau donc dans les nappes phréatiques et les rivières en Inde, et puis qui rejette directement cette eau dans des rivières qui sont... cette eau de rivière est directement utilisée par la population aux alentours et la biodiversité. Donc, cette usine a asséché énormément les nappes phréatiques et a rejeté de l'eau polluée qui ne rendait plus cette eau disponible à la population. Donc, les conséquences directes, ça a été des poursuites, des amendes.
aussi une interdiction de vendre le produit dans la région. Et puis, l'usine a été en conséquence fermée. Donc là, on est plus sur un risque justement d'image, de réputation. Aujourd'hui, le consommateur s'intéresse de plus en plus justement à l'impact environnemental de ces produits, et notamment cet impact eau, cet impact ressources en eau. Il y a un autre point, un autre risque qui n'est pas représenté là sous forme d'exemple, mais c'est le risque réglementaire. Donc, il est important de savoir mesurer justement quelle est ma dépendance via ma dépendance en eau, et puis savoir la réduire pour pallier notamment des hausses du prix de l'eau ou des normes de rejet qui deviennent aujourd'hui de plus en plus strictes, et puis des zones aussi qui peuvent être l'été en restriction d'eau, où on a un certain palier qu'on va pouvoir prélever dans une rivière, mais on ne pourra pas aller au-dessus. Donc ça, c'est différents risques qui sont importants aujourd'hui à prendre en compte dans une entreprise afin de justement réduire sa dépendance à l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement l'empreinte eau? Donc, à la différence de l'empreinte carbone, donc, qui est aujourd'hui très connue, le carbone, c'est un problème, on va dire, global, c'est une problématique globale. Autant l'eau, c'est une problématique locale. On peut émettre des émissions de gaz à effet de serre à Paris qui vont se retrouver dans une semaine à New York. Autant lorsqu'on pollue une rivière, la pollution est là, dans la rivière, et empêche tout autre usage de cette eau qui peut être fait par d'autres entreprises ou par une population locale. Donc dans l'empreinte eau, on ne va pas seulement regarder l'approche volumétrique, c'est-à-dire la consommation d'eau. Certes, on va la regarder, combien je prélève, combien je rejette et combien je consomme, mais on va regarder aussi la dimension qualitative. Donc effectivement, est-ce que je rejette de l'eau de bonne qualité ou non en aval? Est-ce que je prélève aussi de l'eau de bonne qualité ou non? Effectivement, si je prélève de l'eau de mauvaise qualité qui, dans tous les cas, ne peut pas être utilisée, j'ai envie de dire que mon impact est minimisé. Si je prélève de l'eau qui est de très bonne qualité, qui est utilisée pour d'autres usages, dans ces cas-là, mon impact est important. Et surtout, on va regarder la dimension locale. Donc, est-ce que je suis dans une zone où il y a ce qu'on appelle un stress hydrique, donc une pénurie d'eau, par exemple? Prélever 1 mètre cube d'eau au Sahara contre 1 mètre cube d'eau au Canada, évidemment, on n'a pas le même impact sur l'environnement. Donc là, c'est 3 caractéristiques qui sont propres à l'empreinte eau et qui, dans une empreinte eau, il faut aller vraiment au-delà de l'approche volumétrique et considérer tous ces aspects lorsqu'on fait une empreinte eau. Donc lorsqu'on va regarder aussi l'empreinte eau, donc il y a 2 types d'empreinte eau, ce qu'on appelle l'empreinte eau directe et l'empreinte eau indirecte. Donc là, un exemple, par exemple, c'est je travaille sur une usine qui fournit par exemple un produit de grande consommation. Je vais prélever de l'eau en rivière, donc de l'eau de surface, mais pourquoi pas aussi de l'eau dans les nappes phréatiques, donc comme c'était le cas pour l'usine de Coca-Cola. Je vais rejeter de l'eau en aval qui n'a pas la même qualité, on va dire, que l'eau que j'ai pu prélever. Et puis il va y avoir de l'eau qu'on appelle consommée. Ça veut dire de l'eau qui ne va pas être restituée au même bassin versant. Donc ça va être de l'eau soit incorporée dans le produit, soit évaporée lors des systèmes de refroidissement de l'usine, ou de l'eau qui peut être aussi rejetée dans un autre bassin versant. Donc c'est-à-dire qu'on va certes la rejeter, mais on ne va pas la redonner au milieu où on l'a prélevée. Donc ça va être notre empreinte eau indirecte. Et il faut aussi aller un peu plus loin, c'est-à-dire regarder ce qu'on appelle l'empreinte eau indirecte. Donc c'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc pour faire fonctionner mon usine, j'ai besoin d'autres produits, donc des matières premières. Donc par exemple, ça peut être des produits chimiques. Et puis j'ai besoin d'énergie. On va aller voir effectivement dans la production de cette énergie, quelle a été la consommation d'eau, quel est l'impact, l'empreinte eau, justement, lors de cette production d'énergie. Et pareil pour les matières premières. Donc, pour fabriquer tel ou tel produit que moi, j'utilise dans mon usine, quelle a été la consommation d'eau, quelle a été la qualité de cette eau. Et puis, est-ce que ces matières ont été produites dans une région qui est soumise à une pénurie d'eau. Donc l'empreinte eau, c'est la somme, en fait, de cette empreinte eau directe, donc directement liée à l'usage de l'eau dans mon activité, et l'empreinte eau indirecte, donc quelle a été l'empreinte eau justement de tous les produits qui permettent de faire fonctionner mon activité. Quelques exemples, donc vous avez certainement déjà vu et bien connus dans le domaine. Donc par exemple, pour fabriquer une tasse de café, on peut voir qu'il faut 140 litres d'eau.
Pour fabriquer une voiture, on est plutôt sur des 35 000 litres d'eau. Un consommateur français consomme... Parfait. D'accord. Un consommateur français consomme presque 1800 mètres cubes d'eau par an, soit, pour le petit chiffre à retenir, soit le volume intérieur de 2 Boeing 747. Donc là, c'est quelques exemples qu'on peut retrouver dans la littérature. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se trouve derrière ces chiffres. Donc, par exemple, si je prends le cas, donc c'était pour produire 200 kg de bœuf, il faut 3 millions environ de litres. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Derrière ce 3 millions, donc, il y a 1% qui est directement donc, de l'empreinte eau directe. Donc, c'est l'eau qui a été utilisée pour la consommation de la vache. Et puis, pour l'entretien des locaux, par exemple, et 99% qui sont liés directement à l'eau qu'il a fallu pour fabriquer, par exemple, le foin ou le blé, l'avoine, enfin tout ce qui est nécessaire à l'alimentation de la vache. Donc ça, c'est de l'empreinte eau indirecte. Donc là, on voit bien en termes de proportion sur cet exemple que l'empreinte eau indirecte n'est pas du tout à négliger, puisqu'il est là, dans ce chiffre des 3 millions de litres, il y a quand même 99% qui est dû à de l'empreinte eau indirecte. Un autre exemple, donc c'est celui de la tasse de café. Donc pour produire une tasse de café, il faut 140 litres d'eau. Ces 140 litres d'eau ont été évalués en évaluant la consommation d'eau qu'il a fallu pour faire pousser le plant de café, pour le récolter, pour le transporter, la consommation d'eau pour la phase d'emballage et puis la phase amont pour le vendre et le préparer. Donc là, on est sur une approche vraiment cycle de vie. Donc tout au long de la chaîne de production de cette tasse de café, on va regarder quelle est l'empreinte eau directe et indirecte pour extraire les matières premières, le transporter, le consommer et puis etc. Donc là, on est sur une approche cycle de vie, à savoir que on ne boit pas un café sans tasse, donc ce qui veut dire qu'il faut aussi évaluer l'empreinte eau, enfin l'eau qui est nécessaire pour la fabrication de la tasse, pour contenir ce café. Donc voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que lorsqu'on fait une empreinte eau, on ne regarde pas seulement l'approche volumétrique, mais aussi les aspects de qualité et puis les aspects, la dimension locale. Et puis, on va regarder tout ce qui est lié directement à notre activité, mais un peu plus loin, toute l'eau qui est nécessaire pour faire fonctionner notre activité, donc notre empreinte eau indirecte. Juste pour terminer, pour conclure sur ces concepts, donc l'empreinte eau, c'est un concept assez nouveau. On en entend de plus en plus parler, mais on n'est pas du tout à la même échelle que l'empreinte carbone, par exemple, où là, on est directement... Certaines entreprises ont beaucoup d'avance sur le sujet. La plupart des entreprises ont déjà évalué l'empreinte carbone. Là, on est plutôt sur un sujet nouveau qui, néanmoins, est complémentaire à l'empreinte carbone. Souvent, on se rend compte que lorsqu'on essaye de diminuer son empreinte carbone, on va augmenter son empreinte eau et vice-versa. Lorsqu'on veut, par exemple, diminuer son empreinte eau, si on veut travailler sur la qualité, on va ajouter des nouveaux procédés pour mieux traiter son eau qu'on va rejeter. Sauf que ces nouveaux procédés vont consommer énormément d'énergie. Donc, on va avoir tendance à augmenter l'empreinte carbone. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder ces deux indicateurs de façon complémentaire et pouvoir trouver un juste milieu entre ces deux indicateurs environnementaux. Donc, en termes d'initiative sur l'empreinte eau, aujourd'hui, l'empreinte eau est en cours de normalisation donc par l'ISO, donc à l'échelle internationale. Il existe aussi un groupe français développé par l'AFNOR. Donc, normalement, cet ISO devrait sortir à la fin 2013. Si tout se passe bien. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de scientifiques, mais aussi d'entreprises, d'acteurs privés, aussi bien publics, qui ont développé des méthodologies d'empreinte eau. Le but de cet ISO n'est pas de dire, voilà, lorsqu'on fait une empreinte eau, on va utiliser telle ou telle méthodologie. C'est plus d'homogénéiser, en quelque sorte, toutes ces méthodologies et puis donner des lignes directives, comme par exemple ne pas regarder seulement l'aspect volumétrique. Si on regarde que cet aspect, on ne considère pas que ça, c'est une empreinte eau en soi. Donc voilà, et puis pour ceux qui connaissent un petit peu l'analyse de cycle de vie, donc l'évaluation des impacts d'un produit tout au long de sa chaîne de production, l'empreinte eau fonctionne de la même manière. Donc, c'est-à-dire que cet ISO, par exemple, est tout à fait en cohérence et dans la lignée de toutes les ISO qui ont pu sortir sur l'analyse de cycle de vie.
Donc voilà pour les exemples d'initiatives qui existent dans l'Emprunto, et puis pour le concept et puis les éléments brièvement de mesure. Ouais, je vous laisse la main. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Mathieu Houdeville, je travaille à l'Institut français du textile habillement sur deux problématiques textiles qui sont la santé du consommateur et l'environnement. Donc en gros, le type d'activité que j'ai vis-à-vis de la santé du consommateur, c'est d'aider les entreprises à avoir des cahiers des charges qui leur permettent de mettre sur le marché des produits sûrs, donc qui ne vont pas poser de problème aux consommateurs. Un sujet dont on entend régulièrement parler dans l'actualité sur les soucis que peuvent poser tel ou tel vêtement. Le plus récent, je pense, en fin de semaine dernière. Et mon autre domaine d'activité, c'est tout ce qui est environnement, donc tout ce qui est comment faire pour produire un article textile en ayant le moins d'impact sur l'environnement, ou en tout cas en connaissant ces impacts-là. Donc quand on parle problématique eau et textile, souvent il y a deux problématiques qui viennent rapidement à l'esprit. On va voir si ça vous vient de la même manière qu'à moi. Pardon? Oui, sur l'aspect pollution? Oui. Matière première et plus précisément coton. En général, les deux premières qui vont venir à l'esprit, c'est effectivement le coton et puis souvent, on va citer la mer d'Aral. On a consommé beaucoup d'eau pour irriguer des champs de coton et on a bien asséché cette mer d'Aral. Et puis la deuxième problématique, qui peut être représentée par un tuyau qui va rejeter des effluents dans des rivières. Ça, c'est tiré d'un rapport Greenpeace, mais il y a pas mal de choses intéressantes en termes d'images, notamment des images effectivement en Chine, là où il y a les grosses régions textiles et les grosses régions en englissement. Vous voyez le flux d'une rivière où toutes les entreprises rejettent, qui est tout bleu et puis qui se jette dans une autre rivière. Donc effectivement, cette problématique consommation forte d'eau pour certaines matières premières et notamment le coton, et cette forte problématique pollution de l'eau lorsqu'on parle teinture, c'est généralement ce qui va venir à l'esprit lorsqu'on va parler de cette problématique dans le milieu textile. C'est corroboré d'ailleurs au niveau de l'empreinte eau de la France, puisqu'il est estimé que 57% des importations d'empreinte eau bleue de la France sont dues aux imports de coton. Donc on a vraiment une problématique réelle sur ce sujet-là. Maintenant, de ces a priori, il peut être intéressant d'aller plus dans le détail et de voir exactement où vont se situer toutes ces consommations et toutes ces pollutions d'eau en se basant sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Le cycle de vie d'un produit textile est assez complexe. Il y a beaucoup d'étapes au niveau de la production. Pardon. La première étant la production des fibres, donc soit agricole pour tout ce qui va être coton, ce qui va être laine, soit synthétique pour fabriquer du polyester, donc déjà généralement une unité ou une zone de production. Ensuite, on va devoir faire un fil, ensuite on va devoir faire une étoffe, donc soit la filature, du tissage ou du tricotage. On va ennoblir, c'est-à-dire on va faire de la teinture, enfin on va blanchir, faire de la teinture, faire tout un tas d'opérations sur le textile. Et si on est sur l'habillement, on va confectionner. Et tout ça, ce sont des opérations qui généralement se passent rarement au même endroit dans le monde. Quand on est sur du coton, de toute façon, on n'a pas le choix au niveau des zones de production du coton. Elles sont toutes à peu près au même endroit au niveau climatique. Et puis après, ça va pas mal vadrouiller comme élément. On peut facilement imaginer, ça va être ce que je vais vous présenter tout à l'heure, une production de coton aux États-Unis, une filature en Asie du Sud-Est, et puis un tissage en ennoblissement en Europe, une confection au Maghreb pour une utilisation en Europe ou en Amérique du Nord. C'est tout à fait classique dans notre domaine d'activité. Et donc effectivement, la question c'est, si on se remet dans ce cycle de vie, où est-ce qu'on va retrouver notre problématique eau, et est-ce que effectivement cette consommation culture du coton qu'on entrevoit comme importante va effectivement se vérifier, et de même si la pollution vis-à-vis des teintures vont se retrouver.
Le contexte de ce que je vais vous présenter, c'est des actions qu'on a fait dans le cadre d'un programme d'éco-conception, un programme qui s'appelle CIMECO, qui s'est fait sur la région Alsace et la région Lorraine, et puis également d'expérimentation de l'affichage environnemental. Donc on a travaillé dans ces deux programmes avec 4 entreprises textiles de la région, sur des actions globales d'éco-conception, mais à chaque fois on a fait une évaluation environnementale de leurs produits basée sur l'outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, dans lequel on a évalué des critères hauts qui vont être la consommation d'eau et la pollution à travers l'eutrophisation. Donc on n'a pas utilisé les outils tels qu'ils sont aujourd'hui disponibles au niveau de l'empreinte eau, mais on va retrouver la partie, non pas en un seul impact, mais en 2 impacts, cette partie consommation et cette partie pollution. Ce qui est absent par contre quand on se base aujourd'hui sur les méthodes d'analyse de cycle de vie, c'est le critère local, comme vous expliquez, ça vous a été expliqué tout à l'heure, et notamment sur la partie prélèvement d'eau. Là, tel qu'on pratique aujourd'hui les analyses de cycle de vie, on ne se préoccupe pas de l'endroit où on a prélevé l'eau. D'ailleurs, si le champ de coton est au Texas ou en Ouzbékistan, on va rapporter le même volume d'eau consommé et pas avoir de manière de corriger les impacts. Et préciser l'eutrophisation et les juste, oui, j'en ai déjà. L'eutrophisation, donc la pollution qu'on va mesurer à travers l'eutrophisation. Donc, le phénomène d'eutrophisation, c'est le rejet dans le milieu naturel de substances nutritives, donc azote, phosphore. Le début du phénomène d'eutrophisation, c'est la marée verte, donc un fort développement d'algues. Le phénomène vraiment d'eutrophisation, c'est le fait que ces algues dans le milieu naturel vont à un moment dépérir et que donc toutes les bactéries du milieu vont aller consommer la nourriture et consommer l'oxygène, et donc faire baisser le niveau d'oxygène de l'eau. Globalement, on peut traduire ça par une rivière dans laquelle il y avait des truites, et le phénomène d'eutrophisation, c'est de se retrouver finalement avec une rivière où il n'y a plus que de la carpe, donc d'avoir fait baisser le niveau d'oxygène très fortement. Donc ça va mesurer ça vraiment tout ce qui est rejet azoté, tout ce qui est rejet phosphoré dans l'eau. Donc au niveau de ce que je vous présentais, ça va être le cas d'une chemise. Donc chemise 100% coton, un cycle classique tel que je viens de vous l'expliquer, avec quand même pas mal d'étapes pour ce cas fait en France et même en Alsace, puisque tout ce qui est blanchiment, tissage et puis apprêtage sur la chemise est fait en Alsace, et avec une unité fonctionnelle qui est porter une chemise propre. Ça, c'est juste l'unité par rapport à laquelle on va rapporter tous nos chiffres. Et donc, on a travaillé avec cette entreprise pour l'affichage environnemental, et on a donc pour ça travaillé sur les 2 critères importants pour les articles textiles, donc la consommation d'eau et l'eutrophisation. Et si on regarde comment se répartissent l'ensemble de ces impacts-là et qu'on prend les principaux impacts, donc tout d'abord sur la partie consommation, on va effectivement retrouver cette grosse problématique coton. On a le coton qui est à peu près à l'origine des 3/4 de la consommation d'eau sur le cycle de vie global du produit. Sur la partie ennoblissement, donc là pris au sens large, on va dire toutes les étapes chimiques qu'on a là, pour la confection de l'article, on n'a pas un impact aussi important, on est à 5%. Et par contre, il y en a un qu'on n'a pas cité au début, qui est l'utilisation du produit. Peut-être parce qu'inconsciemment, on a voulu dire que c'était les industriels les méchants et pas nous, chaque consommateur. Et or, quand on regarde les cycles de vie des produits textiles, on se rend compte que le consommateur a une part importante, que ce soit sur la part consommation d'eau et que ce soit également sur la part eutrophisation de cette eau. On va retrouver à chaque fois, donc là on a 25%, là une quinzaine de pourcents sur la partie utilisation, parce qu'on consomme beaucoup d'eau pour laver les articles et de la lessive pour laver qu'on rejette dans le milieu naturel. D'où ça venait, oui. C'est effectivement le volume d'eau pour le lavage, et puis la part eutrophisation, elle est liée à tout ce qui est notamment matière phosphorée dans les lessives. Et la partie ennoblissement, donc sur la partie eutrophisation, pareil, le coton a une forte importance sur ce cycle de vie.
Et la partie ennoblissement, là aussi, est très importante. En plus, on avait une chemise blanche, donc il n'y a pas d'opération de teinture. Et on rejette pas mal de substances dans le milieu naturel. Les enseignements intéressants lorsqu'on réalise un bilan de ce type-là, c'est qu'on a moins d'a priori, donc on sait mettre le doigt sur les endroits réels où il y a des problématiques. Ça permet du coup, quand sur des actions d'éco-conception, de définir des axes, de savoir exactement où est-ce qu'il faut aller travailler, pas se focaliser sur les petites étapes qui ne vont pas permettre d'avoir des gains importants, mais vraiment aller là où il y a les gros impacts. Les difficultés qu'on rencontre pour faire ces analyses, déjà au niveau textile, c'est qu'on a une chaîne de production complexe, avec un article qui peut faire 2-3 fois le tour du monde pour être fabriqué, avec du coup des difficultés pour avoir un certain nombre de données. Et là, qu'on soit sur l'empreinte eau ou sur d'autres éléments pour faire tout ce qui est évaluation environnementale, on a besoin à un moment d'avoir beaucoup de données sur tous ces impacts. Et il y a des données, quand on parle d'une usine de teinture en Chine, honnêtement, on n'en sait rien. On ne sait pas combien elle va rejeter par rapport à ce qu'elle a produit. Donc on est sur de la donnée moyenne, qui est généralement une donnée moyenne européenne, et puis on dit on va appliquer la même chose pour la Chine. Une grosse difficulté au niveau de certaines données. L'intérêt, par contre, d'aller vers une empreinte eau normalisée, ce sera de travailler tous les praticiens dans la même direction et du coup de compléter ces bases de données et d'avoir un indicateur global sur l'eau. Parce que là, si on vient à mon étiquette environnementale, même en se limitant à trois impacts, pour un consommateur, ça peut, c'est clairement difficile à lire, notamment comme élément de comparaison. Alors qu'avoir un indicateur global eau, où on mixe le fait qu'on a consommé de l'eau, on mixe le fait qu'on a rejeté de l'eau polluée dans un seul indicateur eau, comme on peut avoir un seul indicateur carbone, permettra sans doute non seulement déjà d'affiner ces impacts sur l'eau, mais en plus du coup de donner une image plus compréhensible au final en regroupant mieux les différents indicateurs. Et par contre, je vais réinsister sur le même point, de faire attention au transfert de pollution, c'est-à-dire qu'on est sur un indicateur, dans le cas d'une empreinte eau, un indicateur eau sur un indicateur unique, et qu'il faut faire attention lorsqu'on se dit tiens, je vais réduire mon impact. Là, par exemple, il y a une solution qui est assez simple pour diminuer la part consommation d'eau sur le coton. Qu'est-ce que vous proposeriez? Quelqu'un vous dit je veux diminuer mon impact eau ici. On passe au synthétique, je fais un polyester, ma consommation d'eau elle va se retrouver vraiment à une portion congrue. Par contre, effectivement, mon empreinte carbone de l'autre côté, elle va augmenter, ou la consommation de ressources non renouvelables va augmenter. Donc il faut toujours faire attention. Oui, mais aujourd'hui, il faut faire attention. Alors, il faut essayer de faire attention. C'est là où on est sur la partie besoin crucial de données. En l'occurrence, on est sur des données agricoles, on les connaît à peu près. Le coton produit au Texas, on a des données assez robustes sur le besoin en irrigation et puis sur la part eau pluviale et puis sur les autres grosses zones de production aussi. Mais quand on prend tout ça en compte, on a quand même ces impacts-là. C'est pris en compte justement, il y a une distinction entre l'eau météorique dans la partie, pas quand on travaille sur la partie cycle de vie. Donc là, sur le cycle de vie et sur le chiffre montré, on est vraiment sur une partie qu'on appelle l'eau bleue, dans la partie empreinte eau. Je ne sais plus si tu as parlé au bleu. Non. On fait la même chose avec la vache. Je veux dire, si on mettait une vache sur un pâturage où il pleut tout le temps, c'est une empreinte eau qui n'est pas du tout la même que si on mettait une vache au milieu du désert et que vous êtes obligé d'arroser. Et là, l'empreinte eau, ça ne va pas être la même si effectivement elle va consommer de l'eau. Et dans la méthode empreinte eau, les deux types sont pris en compte. Alors que là, dans l'empreinte analyse de cycle de vie, c'est vraiment ce qui est retiré sans prendre en compte la partie pluviale. Donc vous prenez en compte que ce qui est retiré? Oui. D'accord.
que l'eau d'irrigation pour le coton. Le coton, là, ce que vous avez mis en bleu, c'est que de l'irrigation. Oui. Actuellement, Enfin, c'est que de l'irrigation. C'est quasiment plus de coton qui sont utilisés avec le coton. aujourd'hui, les principaux producteurs, c'est Chine, USA et un des pays en stand, de mémoire les Ouzbeks. Oui. Oui, derrière. Oui, et il y avait l'Égypte, c'est peanuts. C'est le meilleur coton, mais c'est peanuts. Oui, c'est toujours aujourd'hui qu'il y a comme les meilleurs cotons, mais en termes de production mondiale, c'est pas du tout significatif l'Égypte. Et tous ces pays-là sont sur l'irrigation forte. D'accord. Et les cotons bio, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Sur l'eau, non. De manière générale, non. Donc la question c'est quel est le transfert, donc quelle est l'autre matière première naturelle qu'on puisse utiliser qui consomme moins, c'est le lin par exemple. Le lin, par exemple. Aujourd'hui dans des pays justement comme l'Europe, la Pologne, la Normandie, les régions où l'eau tombe naturellement par la pluie. Oui, il y a le lin et il y a un deuxième aspect, parce que je voulais repréciser ça pour la réponse à la question. Là, il n'y a pas que cette eau directe, il y a aussi de l'eau indirecte au niveau du coton pour tous les intrants. Fertilisants et pesticides. Les pesticides pour la culture du coton ont une part importante au niveau de la consommation de pesticides mondiale. Et là, pour le cas, il y a une vraie différence entre du coton conventionnel et du coton issu de l'agriculture biologique. Tout à fait. Les données concernent les pesticides ou les autres données? Les données qui vous permettent d'intégrer. Donc, les données sur un parcours agronomique classique, il y a des études qui fournissent ça. Donc sur des quantités de pesticides, on a des infos. Là où c'est plus difficile au niveau de ces données-là, c'est que dans ces jeux de données, souvent ce qui manque, c'est les impacts écotoxicité des différents pesticides utilisés. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre... par exemple, il y a pas mal d'initiatives sur les cotons. Il y a un coton qui s'appelle BCI, Better Cotton Initiative, qui est entre du conventionnel et du bio. C'est-à-dire, ils font attention à utiliser les pesticides les moins impactants et à bien gérer les doses de pesticides utilisées. Et aujourd'hui, ça, on ne sait pas, à travers l'analyse cycle de vie, on ne sait pas le montrer parce que les impacts au niveau vraiment échelle fine d'un pesticide qui a des gros impacts écotoxiques et un autre, on ne sait pas aujourd'hui les montrer. Donc, ce qu'on connaît, et ça, il y a des données assez robustes, c'est les quantités nécessaires. On va dire, il faut tant de défoliants, tant de types de pesticides. Et effectivement, après savoir si c'est tel ou tel utilisé et qu'il a tel ou tel impact, là, on n'a pas aujourd'hui ce niveau de précision. Merci beaucoup. Alors, je me permets de poser la première question après celles qui sont arrivées, parce qu'elles me brûlent un peu les lèvres. Donc, si j'ai bien compris, l'empreinte eau permet d'évaluer les différentes utilisations d'eau et les différents impacts sur l'eau tout au long du cycle de vie. Mais d'après ce que j'ai compris, un calcul assez standardisé va faire appel à des données relativement standardisées aussi. Donc si on évalue l'empreinte eau d'une tomate plantée, vous allez me voir venir, hein, dans le sud de la France et dans le sud de l'Espagne, on risque d'arriver à une empreinte eau relativement équivalente, ou pas? Pourquoi j'en viens à ça? Parce qu'on connaît tous l'exemple. On est inondé de tomates d'Espagne et en même temps, on a tous l'information que les étés, on a des cargos remplis d'eau qui partent de Marseille pour aller alimenter en eau le sud de l'Espagne, ce qui, dans le fond, est une aberration totale puisque quand on achète des tomates, on achète de l'eau. Et donc, quelle est votre vision, vous, si vous conseillez quelqu'un sur ces aspects-là, comment est-ce que l'outil va être décliné? Comment est-ce qu'il va aider à prendre des décisions par rapport à ce type de problématique, par exemple? Ce serait peut-être plus, je ne sais pas lequel des deux. Ouais. Alors après, là, effectivement, comme vous avez dit, c'est que là, l'aspect local n'est pas pris en compte dans l'étude. Après, il existe justement ce qu'on appelle des indicateurs de stress hydrique, de pénurie, qui permettent en quelque sorte de pondérer justement notre consommation d'eau. Par exemple, si je consomme, admettons, 10 litres d'eau, on va dire plutôt 100 mètres cubes, admettons, d'eau,
en fonction de si justement je consomme cette eau à Marseille ou dans le sud de la France, je peux le pondérer avec un indicateur de stress hydrique qui est très fort lorsqu'on est dans une zone justement qui manque beaucoup d'eau et très faible lorsqu'on est dans une zone qui manque pas d'eau. Donc ça, il existe des indicateurs qui permettent de pondérer justement ces volumes d'eau qui peuvent être agrémentés justement aux études d'empreinte eau afin de maximiser l'impact, par exemple si on est dans le sud de l'Espagne où il manque beaucoup d'eau, et de minimiser l'impact lorsqu'on est par exemple à Marseille. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question en partie. C'est un outil. Après, voilà, l'utilisation qu'on en fait. Voilà, mais il faut savoir que voilà, il existe des données qui permettent justement d'évaluer cette pénurie d'eau en fonction d'où on se situe justement dans le monde, qui est à l'échelle d'un bassin versant, donc plus ou moins précis. Après, il existe aussi des indicateurs qui sont plutôt à l'échelle nationale, où là, effectivement, si on a une plantation dans le sud de la France, au nord de la France, on ne verra pas la différence parce que l'indicateur est le même. Mais on peut aller jusqu'à l'échelle d'un bassin versant, où là, ça nous permet vraiment de pondérer l'impact avec cette partie, cette dimension locale. Allez-y. Vous parlez de ces différents indicateurs, justement, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une sorte de base à peu près homogène où on peut aller utiliser ces informations en parallèle, je pense, à la base carbone de la même pour l'empreinte? Alors, juste pour la dimension locale ou pour vraiment tout ce qui est empreinte eau, données Déjà pour avoir au moins une approche générale de l'empreinte eau, et après, effectivement, s'il y a moyen d'avoir, ce que vous évoquez, là, les indicateurs de stress hydrique en fonction effectivement de la région, peut-être ne serait-ce que déjà du pays où on se trouve. Alors oui, ça existe. Après, il y a plusieurs scientifiques qui développent évidemment leur méthode avec leurs indicateurs. Ceci dit, tout est public, donc on peut trouver ça facilement justement ou sur des des sites d'organisations mondiales aussi qui publient ces chiffres. Donc ça, on peut les retrouver tout à fait public. On pourra, si vous voulez discuter, je pourrais vous donner des exemples concrets. Mais c'est des choses qu'on trouve facilement et qui sont publiques aujourd'hui. Et puis en termes d'autres données justement sur l'empreinte eau, donc comme vous disiez, la difficulté justement c'est un manque de données pour évaluer l'empreinte eau. Donc c'est vrai que lorsqu'on évoque l'empreinte eau, lorsqu'on va regarder en Chine l'usine effectivement, quelles va être les qualités de rejet. Là, c'est un peu plus difficile effectivement de trouver des données. Ceci dit, il existe des groupes scientifiques qui travaillent justement pour développer des bases de données qui sont liées directement à l'eau, enfin vraiment en faisant un focus sur l'eau, afin de détailler ces bases de données pour pouvoir les utiliser après dans des méthodologies d'empreinte eau. Donc aujourd'hui, c'est encore à l'état de plus ou moins recherche. Donc lorsqu'on veut faire vraiment, par exemple, une empreinte eau, il faut aller en Chine récupérer la donnée. Il faut vraiment là aller creuser, aller voir son fournisseur et puis pour avoir la donnée la plus précise possible aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour Sophie Marteau. On pensait poser des questions fortes un peu tout le monde. Donc là, effectivement, on a vu qu'il existe des outils pour évaluer l'empreinte eau. Et je voulais savoir, en ce qui concerne votre activité dans le cabinet, est-ce que les entreprises est-ce que vos clients sont plutôt enclins à réaliser ces empreintes eau? Est-ce que ils sont sensibilisés à cette question? Est-ce que vous pouvez encore les convaincre? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu les deux. Les grands groupes, gros industriels sont déjà bien avancés sur le sujet, dans le sens où pour eux, le carbone, c'est quelque chose qu'ils ont fait il y a déjà des années, et qui sont sur autre chose. Donc, on va dire que les grosses structures travaillent déjà sur la thématique et savent qu'il y a vraiment un enjeu derrière, qu'il va y avoir justement des réglementations beaucoup plus strictes qui vont tomber sur l'eau. Donc, ils sont déjà en avance, ils anticipent un petit peu cette partie. Donc, oui. Du coup, la deuxième partie de ma question, c'est est-ce que vous pouvez citer des exemples, mais sans citer les autres, d'actions qui ont été entreprises après avoir fait ces évaluations? Est-ce qu'il y a eu des grands
Alors ça, c'est un grand point, effectivement, c'est de faire une étude en amont, justement, avant d'implanter une usine. Faire une étude, une cartographie, en fait, des risques liés à l'eau, pour voir si, effectivement, lorsque je vais implanter mon usine, je vais avoir un impact assez important. Donc ça, c'est une chose. Et après, c'est beaucoup travailler sur comment réduire la consommation au mieux d'eau dans la fabrication des produits. Donc, est-ce qu'on utilise de l'eau qui n'est pas forcément nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas installer de nouveaux procédés qui nous permettent de réutiliser de l'eau dans l'usine? Donc, la traiter en partie à des niveaux qui nous permettent de justement la réutiliser pour d'autres usages. Ça peut être juste le nettoyage justement des locaux. On n'a pas besoin forcément de l'eau potable de très bonne qualité en fonction de notre activité. Donc ça, c'est une solution aussi, une solution parmi d'autres, qui permet d'une part de consommer moins et puis de rejeter, de mettre en place des systèmes de traitement d'eau qui permettent de rejeter de l'eau de meilleure qualité. Donc ça, c'est des exemples de solutions qui se font dans des secteurs, pour citer des secteurs de l'agroalimentaire, et puis secteur cosmétique aussi, par exemple. Est-ce que ces entreprises, automatiquement, ajoutent entre le bilan eau et le bilan carbone En général, c'est des entreprises qui ont déjà une bonne connaissance de leur partie carbone, où ils ont déjà mis en place des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va être quelque chose qu'on va souvent regarder en parallèle, effectivement. Étant donné qu'ils ont déjà mis en place des réductions, ça serait dommage d'augmenter leur empreinte carbone lorsqu'on essaie de diminuer l'empreinte eau. Donc c'est plutôt, on va regarder un panel d'indicateurs, donc pas seulement le carbone et l'eau, mais ça peut être aussi l'impact sur la biodiversité ou l'impact sur l'épuisement des ressources. Donc maintenant, ces entreprises en question ne vont pas regarder seulement justement cette partie eau. J'avais plusieurs questions un petit peu dans ce sens-là. Parce qu'au bout de l'exposé, moi j'ai un peu interrogatif sur l'intérêt de segmenter les choses comme ça et d'avoir des études d'empreinte eau, alors qu'à l'heure actuelle, dans la prise en compte des problèmes environnementaux, on essaye de globaliser les impacts, d'avoir une empreinte environnementale au sens large. Et je me disais, mais dans quel cas concret ça a un intérêt de faire une empreinte eau pure et pas d'essayer de regarder à côté les autres impacts possibles, carbone et compagnie, d'avoir la vision la plus globale possible pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. Voilà, est-ce que ça se conçoit plutôt comme indépendant d'une analyse environnementale complète, d'avoir une méthodologie spécifique au volet eau, ou est-ce qu'il y a aussi un intérêt à utiliser en tant que tel sur des projets particuliers sans élargir le champ de vision? Ça, c'était une question. La deuxième question, j'ai pas bien compris comment on prenait en compte, si on prend en compte l'analyse du coût des dommages. Parce que dans cette analyse-là, il y a une tentative de prise en compte du coût des dommages causés. On parle de la pollution, par exemple. Comment tout ça en relatif ça fonctionne, ou d'un coût d'un prélèvement, etc. sur le milieu. La même chose de prélever dans le Rhin qui a un débit de 1000 m3 secondes, de prélever dans un petit cours d'eau qui a un débit de 10 m3 secondes. Dans un cas, à activité égale en termes de prélèvement, ça n'a aucun impact. Dans un autre cas, ça peut complètement sécher le cours d'eau. Et la dernière question, c'est sur l'exemple des chemises. J'étais intéressé là par l'aspect prise en compte des coûts post-production liés à l'utilisation du produit. Ça repose sur quelles hypothèses, par exemple, de temps d'utilisation des chemises voilà, quel référentiel était construit par rapport à ça? On la lave combien de fois par semaine, par jour? Oui. Parce que tout ça dépend des hypothèses que l'on prend pour construire le modèle. Donc je vais commencer par la première question. Donc c'était, est-ce qu'il y a un intérêt de regarder donc l'empreinte eau de façon individuelle ou le regarder dans un panel en fait d'indicateurs? À mon sens et à notre sens, c'est de ne pas regarder, même pour tout indicateur environnemental, ne pas regarder seulement l'indicateur environnemental, parce qu'on n'a pas que on va pas avoir un seul impact sur l'environnement, on va avoir une multitude d'impacts sur l'environnement du fait de notre activité. Donc il n'y aurait pas de sens en soi de regarder seulement un indicateur, par exemple l'indicateur eau, puis certainement ne pas seulement communiquer sur cet indicateur aussi, puisque à côté, on va avoir un impact tout aussi bien sur le carbone ou d'autres impacts environnementaux. Donc aujourd'hui, il vaut mieux communiquer sur choisir peut-être 3 impacts qui paraissent pertinents au vu de l'activité,
Et donc peut-être l'indicateur eau ou non, tout dépend de l'activité, puis l'indicateur carbone et puis un autre. Et puis communiquer sur ces impacts de façon de dire, voilà, on ne s'intéresse pas seulement à l'eau, on s'intéresse aussi aux autres impacts. Ça veut dire que lorsqu'on a regardé un autre impact, on a regardé aussi quel est notre impact sur d'autres thématiques. Ça paraît beaucoup plus pertinent justement d'avoir un petit peu une vision un peu plus large les impacts environnementaux de façon large de l'activité. Et juste là-dessus, la société, par exemple, a le nouveau Ecoact. Ecoact. Propose quoi en termes d'activité? Un accompagnement d'acteurs, propose des méthodologies et bien Alors, sur l'empreinte eau ou sur empreinte... Alors, ça va être aider à, d'une part, pour pouvoir réduire son impact, il faut déjà le connaître. Donc, ça va être, d'une part, le premier volet, ça va être de savoir mesurer son impact, donc avec tel ou tel niveau de détail autant que possible. Donc, voilà, savoir quel est notre impact sur le changement climatique, quel est l'impact de l'activité sur l'eau. Et puis, après, trouver ensemble quels sont les leviers d'action. Donc, faire, par exemple, si on voit qu'il y a un impact qui est assez minime, on va peut-être essayer de se concentrer sur l'autre impact, essayer de le réduire au maximum, donc trouver des solutions pour ça ensemble, tout en regardant les autres impacts, en faisant attention qu'il n'y ait pas justement de transfert de pollution. Donc ça va être d'une part mesurer au mieux, ce qui est déjà souvent pas facile, assez compliqué, en termes de collecte des données notamment, et puis après trouver au mieux quels sont les différents leviers d'action sur lesquels on va pouvoir agir et réduire son impact. Pour compléter aussi, il y a, à l'échelle du produit, c'est sûr que c'est difficile de partir que sur un impact comme ça. Ça peut quand même permettre de mettre le pied à l'étrier. Par contre, au niveau plus global, notamment au niveau des États, là, ça peut justifier de ne partir, quand il y a un moment une grosse problématique, de partir sur un indicateur comme ça. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de travaux qui sont à ce niveau-là, aujourd'hui, et plus qu'au niveau effectivement d'un produit. Où là, il faut au final qu'on regarde plusieurs impacts pour être sûr de ne pas faire de transfert de pollution. Il y avait la deuxième question. de réparation des dommages, comment en fait, voilà, alors là, c'était juste... transformer une pollution, non, avec l'histoire de coût. L'empreinte, ouais. Est-ce qu'il y a à un moment donné passage d'un dommage pour le quantifier à un coût de réparation un peu Alors, pas dans l'empreinte eau. Là, c'était juste un exemple justement des risques qui peuvent être encourus lorsque on ne fait pas justement attention à cette dimension eau. Donc là, c'était le cas où effectivement il y avait eu donc l'usine avait épuisé énormément donc les ressources en eau de la région et puis avait restitué de l'eau polluée. Là, c'était vraiment, c'est plus en termes de coûts, c'est plus en termes d'amende, par exemple, pour ne pas avoir respecté des normes de rejet qui sont limitées. C'est plus l'aspect coût est détaché de l'empreinte eau. On fait l'empreinte eau. Là, c'était vraiment pour montrer que voilà, quelles sont les conséquences. On prenait par exemple la conséquence qui était énorme, parce que vous parliez de la population de l'eau. Oui. Elle est énorme. Est-ce qu'elle a été transformée en... Qu'est-ce que ça a coûté à cette population pour réparer ce dommage-là en allant cherchant de l'eau ailleurs, etc. Ou est-ce qu'on constate que voilà, le fait, mais sans essayer de le mettre dans une grille pour essayer de coter quelque part? Alors là, non, ça n'a pas été fait. Après, ça peut être intéressant justement de voir effectivement est-ce que ça vaut le coup en termes, d'un point de vue financier, de réduire son empreinte eau, afin d'anticiper un peu les conséquences. Mais là, c'est pas quelque chose qui a été fait. Justement sur cette remarque, les entreprises ont surtout une motivation éthique plus que financière, étant donné que le prix de l'eau pour l'instant n'est pas encore très élevé par rapport à l'énergie. J'ai vu dans une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, je devais faire justement un bilan eau. Finalement, le résultat était que le prix de l'eau à l'achat était si peu élevé que c'est pas vraiment intéressant d'investir dans des projets pour réduire la consommation d'eau. Après la taxe dans une usine. Non, effectivement, le prix. Ouais. Non, c'est vrai que le prix de l'eau aujourd'hui, c'est pas une contrainte. Ceci dit, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais depuis les dernières années, le prix de l'eau a quand même doublé. Il me semble que c'est depuis les 10 dernières années.
Donc mine de rien, il y a une augmentation, on ne se rend pas forcément compte. Aujourd'hui, ce n'est pas justement la priorité des entreprises de faire un gain sur le prix de l'eau. Ceci dit, on se rend compte que le prix de l'eau a augmenté. Il va certainement continuer d'augmenter, on ne sait pas jusqu'où. En France ou bien Oui. en France. Et alors après, c'est plus effectivement des risques d'image et puis éthique, de montrer qu'effectivement on est soucieux de préserver la ressource en eau, donc on va minimiser nos consommations. Mais c'est vrai que le prix de l'eau en soi aujourd'hui n'est pas une contrainte pour les entreprises. Juste pour répondre à ta troisième question avant que je l'oublie. Donc là, dans ce cas de ce client-là, en fait, ce qui se passe avec l'affichage environnemental, on est en train de fixer des règles pour que tout le monde fasse de la même manière et prenne le même nombre de lavages, même température de lavage, même nombre de repassages. En l'occurrence, là, quand on a travaillé pour cette expérimentation, l'affichage environnemental, les règles n'étaient pas fixées, donc là, on les a fixées avec le client. Donc en l'occurrence, c'est 30 lavages, ce qui est faible, très faible, mais c'est parce que la chemise a un traitement et que le traitement, ils disent qu'il ne tient pas plus de 30 lavages. Alors, ça va être simple, je vais vous faire les tests devant vous. Je suis au moins à 30 lavages et normalement elle est déperlante. Là, je saurais si j'aurais pu augmenter le nombre de lavages. Ça va. Ils auraient pu aller plus loin. Donc 30 lavages, et c'est effectivement assez faible. Et quand on travaille, on a fait la même chose avec quelqu'un qui fait du drap pour les hôpitaux. Donc ça tourne 100-150 fois. L'impact de l'utilisation du drap, il est plus de la moitié des autres impacts. Et après, effectivement, le nombre de lavages, c'est une chose. Après, il faut fixer les conditions de lavage. Donc là, on essaye de fixer les règles. Donc en l'occurrence, là, c'est 40 degrés. La machine standard telle qu'elle est vendue sur la dernière statistique 2010, on a vendu tant de machines classe A, classe B. On prend comme ça, voilà. Mais effectivement, avec ces travaux d'affichage environnemental, on va fixer les règles identiques pour tout le monde, pour que tout le monde utilise les mêmes hypothèses à ce niveau-là, parce que c'est effectivement quelque chose qui fait varier beaucoup les choses. Votre histoire, parce que imaginez que vous avez une chemise qui a une durée de vie 2 fois plus longue qu'une autre, Oui. et eu égard à l'impact environnemental de l'eau sur la fabrication de la chemise, puisque c'est là que Oui. il y a le plus d'impact, plus vous pouvez la durer longtemps, Oui. moins elle aura un impact global important. Tout à fait. Ça se voit à travers, c'est vite sur ce mot-là qui est l'unité fonctionnelle. Quand on dit mon unité fonctionnelle par rapport à laquelle j'exprime tous mes chiffres, c'est porter une chemise pendant un jour, ça veut dire que je prends en compte le fait de la porter une fois, donc de la laver une fois, et de l'avoir produit une fois divisé par le nombre de fois où je vais la porter. Donc effectivement, plus sa durée de vie va être importante, moins l'impact global à chaque fois que je la porte est important. Et là, mais l'entreprise, dans ce cas-là, ils ne voulaient pas... ça arrive très très fréquemment avec des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'ils ont peur du retour de bâton, et donc ils ne veulent jamais aller au-delà de ce qui sont certains à 300% d'assurés. Qui disent « Ah oui, mais nous c'est 30%, après elle n'aura plus la fonction ». Je dis « Mais elle va quand même être portée après. Votre chemise, elle ne va pas durer que 30 fois, mais non, vous gardez 30. » Non, enfin la personne qui l'a acheté va continuer à la porter, certainement, même si elle n'a pas la... Oui, mais en fonction des classes. En fonction, ouais, enfin quand je choisis une... Vous pouvez porter dans certaines circonstances, et après quand il n'est plus assez Oui. confortable, vous le portez dans des Jusqu'à la fin du jardin. Mais effectivement, et donc pour finir, on a aussi besoin, par exemple, sur le repassage, combien repasse, combien sèche en machine ou pas. Et ça montre qu'on a beaucoup d'hypothèses pour cette phase qu'on visualise, qu'on connaît tous. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'autres hypothèses à prendre bien en amont sur d'autres choses qui sont plus délicates quand on commence à parler usine de production, est-ce que je prends en compte tel ou tel flux, comment je fais pour tel ou tel flux. Il y a effectivement beaucoup de règles à fixer pour être sûr qu'au final, on puisse arriver dans un magasin et dire, bah voilà, il y a 2 chemises, il y a un prix en euros qui diffère, et j'ai des indicateurs environnementaux qui diffèrent, je sais que c'est la réalité. Et je peux me baser là-dessus, dire, bah tiens, je vais aller là-dessus, ou pas. Et finalement, l'empreinte eau, c'est un peu comme l'empreinte
Non. on a moins le problème de l'utilisation, ou c'est vraiment tout de suite on utilise le cycle de vie en intégralité? Parce que le bilan carbone, on a le choix à 3 périmètres. Oui, enfin le bilan carbone à la française. Oui. Pas l'empreinte carbone. Oui, Ça dépend un peu. Puis il y a le bilan carbone de l'ADEME où effectivement on fixe ces règles-là. Si on prend l'empreinte carbone telle qu'elle est définie, notamment par les Anglais, ça va plus se rapprocher de ce qu'on veut faire avec l'empreinte eau. Et on est plus quand même sur la démarche cycle de vie. Alors, on peut l'arrêter à un moment où on veut, que la prod si on veut, mais on est quand même sur cette démarche plus que sur certains périmètres du bilan carbone. Encore une question au fond, je crois. Oui, vous aviez dit, Madame Barthaud, dans votre exposé, que l'empreinte eau était particulièrement forte pour le secteur de l'agriculture. Vous le citiez de manière assez lointaine l'industrie. Or, il y a une particularité tout de même à signaler, c'est que 64% des prélèvements en eau sont faits pour le secteur de l'énergie. Énergétique, ouais. Donc, à partir de là, on n'est plus tout sur la même donnée. Et on rejoint d'ailleurs quelque part l'empreinte carbone. C'est-à-dire que l'empreinte carbone, derrière la forte utilisation d'énergie, qui a évidemment une empreinte carbone élevée, ou au contraire, quand on dit nucléaire n'a pas d'empreinte carbone, même si on accepte cette fable, l'empreinte en eau, elle, est à ce moment-là immense. Ouais. Parce que, alors ne parlons pas du gaz de schiste, parce que là, on est dans des proportions qui sont complètement différentes. Ouais. Non, là, effectivement, c'est hors énergie. C'est dommage, je l'ai pas là, parce que j'avais une étude de cas aussi qui montre d'un côté l'empreinte carbone des différentes sources d'énergie et l'empreinte eau des différentes sources d'énergie. On se rend compte qu'en termes d'empreinte carbone, le nucléaire, bon, bah, on va dire que c'est peanuts. Et par contre, ça va être l'énergie qui va avoir une empreinte eau énorme, avec tout ce qui est bioéthanol aussi, puisque c'est lié directement à l'agriculture. Et qu'au final, toutes les énergies fossiles vont avoir une empreinte eau extrêmement faible. Ça montre bien justement l'importance de regarder ces deux indicateurs et prendre du recul un petit peu sur les conclusions. Exactement. Et sachant aussi que le stockage par exemple, le stockage de carbone augmente de, je crois, 50 ou 80% l'empreinte. Effectivement. Moi, je voulais vous poser une question sur est-ce que vous avez des exemples de revalorisation de l'eau grise au niveau des entreprises que vous suivez peut-être? Alors quand vous parlez de revalorisation de l'eau grise, vous voulez dire c'est réutiliser cette eau d'une autre... Oui, dans une entreprise par exemple. Tout ce qui provient... j'ai cru que vous en aviez un peu parlé, je voulais justement prendre ici. Par exemple l'eau, je sais pas, des lavabos, des douches, peut-être l'infiltrer, la réutiliser. Je sais que ça existe comme système. C'est pas la même Je voulais grise. savoir si vous aviez des entreprises que vous aviez suivies. Alors, lorsque nous on parle d'eau grise, ça va être plus l'eau grise, ça va être l'aspect pollution, donc à la sortie, par exemple, je prends le cas d'une usine parce que c'est vraiment les gros consommateurs d'eau. Là, on va pouvoir mettre en place des systèmes justement de traitement et de recyclage pour reboucler ce que je disais un petit peu tout à l'heure, cette eau à l'intérieur de l'usine. Après, derrière le mot grise, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Donc, quand vous parlez d'eau grise, c'est un indicateur qui est sorti d'une méthodologie qui est très connue, qui est en quelque sorte, ça va être l'eau pour diluer la quantité de polluants dans l'eau qu'on rejette. Donc, moi, je vais plutôt parler d'eau polluée. Donc, ça va être effectivement, afin de minimiser notre impact sur l'eau polluée, la meilleure solution, ça va être de pouvoir la traiter et puis la reboucler dans le système. Peut-être une dernière question, parce qu'on est arrivé au bout de cette heure déjà. Je vous ai coupé en plein vol. Moi j'avais éventuellement juste un élément. J'ai donc, si je ne me suis pas trompé, j'ai noté que l'impact de la chemise c'était 10 litres d'eau. J'ai pas fait d'erreur. Oui, si vous gardez bien en tête l'unité fonctionnelle qui est l'unité apportée une fois, oui. Pour ma tasse de café, j'étais à 140 litres. On nous parle souvent des jeans, c'est quand même le pantalon le plus porté si je ne me trompe pas, et on nous dit que c'est une catastrophe. Vous avez des chiffres un peu sur un jean juste pour les avoir en... Oui, c'est des... Non, enfin, c'est simple, le jean, c'est aussi du coton, donc par rapport à la chemise, au lieu de multiplier par 4 la quantité, au niveau des traitements, il y a une teinture en plus. Puis le teinté, puis mais après, on est quand même sur les mêmes
Voilà. Les chiffres qui circulent sont pas mal sur la production du jean et pas donc l'analyse de cycle de vie pour le produire. Donc, le chiffre n'est pas comparable. Et puis sinon, à Strasbourg, on a une très grosse entreprise papetière qui est installée et il paraît qu'il s'agit aussi d'un très très grand consommateur et pollueur d'eau. Est-ce qu'il y a aussi un peu des éléments par rapport qui ont fait, paraît-il, aussi beaucoup de progrès au cours des dernières années? Est-ce qu'on a aussi un peu des éléments peut-être par rapport à ça? Alors je sais que c'est pas évident, vous allez pas me dire une feuille à 4, 7 ans, mais... Je pourrais presque... Je crois j'ai pour les feuilles, il me semble qu'il faut 19 litres d'eau pour fabriquer une feuille à 4 de papier blanc. Ah, je peux emporter des chemises. Donc effectivement, on voit bien que là, l'impact est énorme. Il me semble que je l'avais mis, c'était pour une ramette... je sais plus exactement le chiffre. Ouais, enfin non. Alors, en fait, il y a le vocabulaire eau grise est utilisé dans le traitement des eaux pour dire que c'est l'eau qui est passée par les toilettes. Et en fait, dans la méthodologie empreinte eau, ce qu'on appelle l'eau grise, c'est toute l'eau polluée qui sort et qu'on va calculer, enfin qu'on va exprimer en volume d'eau. En fait, en regardant, je prends un exemple, dans votre jet, vous avez 10 d'azote que vous mettez dans la rivière, qui au départ n'en a que 1 et qui peut en supporter que tant. Donc on va calculer le volume de dilution nécessaire pour absorber cette pollution. Et c'est ce volume-là qu'on appellera l'eau grise dans cette méthodologie. C'est le même terme utilisé chez les traiteurs d'eau. Ce que je vous propose, je ne sais pas si on peut vous rencontrer encore après, peut-être intervention. Vous avez peut-être un stand ou quelque chose Alors oui, nous on a un stand. D'accord. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur les stands. Merci beaucoup. Il y a un prochain atelier à 16h. Donc, voilà. Merci.